Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on fait le point sur la campagne « Moi je roule » en avril. C'est sous le thème « Osez briller » que s'est déroulé le 31 mars le gala « Charlevoix reconnaît ». Comment s'est déroulée la saison de ski dans la région? On en parle avec les directeurs généraux du Massif et du Mont-Grand-Fond. La Kermesse présente un spectacle de Geneviève Jaudoin. Beaucoup de spectacles de variété à la programmation du domaine Forgette. Et enfin, on parle de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Bonne émission. Nous allons maintenant faire le point sur le dossier de la pêche à la Facine. On sait que nous sommes, au moment d'enregistrer, le 1er avril, date qui était souhaitée pour l'obtention des permis permettant à nos deux pêches à la Facine de Charlevoix de débuter leur opération. Alors, je fais le point là-dessus en compagnie de Julie Gauthier de Pêcherie Charlevoix. Julie, bonjour. Allô? Julie, première question. Est-ce qu'il y a du caplan? Est-ce que ça commence à rouler? Est-ce que la ressource est là présentement? Bien, Dame Nature et beaucoup de mes clients qui m'appellent me font dire que oui. Alors, est-ce qu'il est près des berges? Je ne sais pas, mais c'est sûr que là, au large, le caplan est arrivé. C'est pas mal certain. Les belugas, les goélands derrière les bateaux, le traversier de l'île aux Coudes, ça, c'est les clients qui m'appellent. Là, Julie, le caplan est arrivé. Fait que ça, c'est mes yeux. À quel moment vous pourrez être en mesure de réinstaller votre Facine cette année? Là, je ne parle pas des permis, là, juste l'installation de la Facine. Est-ce que vous avez débuté vos installations ou vous êtes encore dans la neige et la glace? Présentement, il y a encore beaucoup de neige ici. Les glaces ont pas mal quitté toutefois. On est confiant. C'est sûr que nous, la Facine, on peut l'installer seulement pendant les périodes de grande marée. Donc, et la prochaine grande marée est prévue pour? Le 17 avril, donc entre le 17 et le 21, on pourra faire l'installation de la cage. Maintenant, s'il est possible que vous puissiez installer vos équipements puis procéder à la pêche, la question que l'on a aujourd'hui, c'est allez-vous avoir votre permis? Comment la campagne Je roule en avril et puis les pressions multiples qui ont été faites pourraient vous aider ou est-ce que ça aboutit? Est-ce que vous allez avoir votre permis pour pêcher? Là, présentement, ce qu'on sait, c'est qu'on a une rencontre avec les gens de la ressource là, au ministère de Pêche et Océan, donc le 6 avril. Fait que pour le 1er avril, on nous dit que c'est pas possible. On nous conserve le 1er mai toutefois. Oui. Mais c'est sûr qu'avec la campagne, moi, je roule en avril, puis moi, de mon côté, M. Mayou, on continue quand même de vouloir avoir le 1er avril qui est symbolique là, dans ce cas-ci, mais pouvoir au moins pêcher à partir du moment où on installera nos engins de pêche. Le 17 avril, ça nous donne quand même 2 semaines de capture supplémentaire, 2 semaines de travail. Oui. Pardon, de journée où on peut arranger du poisson, vendre à nos clients du poisson frais. Fait que c'est 2 semaines qui, pour nous, toutes sont quand même très importantes. Et vous avez bon espoir de pouvoir obtenir votre permis à ce moment-ci ou vous croyez que vous allez devoir patienter jusqu'au 1er mai? Quels sont vos espoirs par rapport à ça? Moi, je garde espoir encore avec les gestionnaires de la ressource, avec notre rencontre du 6. Sinon, avec les pressions qu'on fait, il y a tellement de gens qui sont impliqués là-dedans, puis on est vraiment heureux de ça. De savoir qu'on n'est pas seul. Fait que, oui, nous, on fait notre bout de chemin, mais maintenant, il y a toute une population en entier, nos élus qui travaillent avec nous. Fait que je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de pêcher le 17 avril. Puis d'en connaître les raisons, déjà, le 6 avril, ça va nous guider sur qu'est-ce qu'on fait par la suite. Mais d'ici là, on continue à faire pression là, pour que ça puisse changer. Madame la ministre a encore le pouvoir de faire quelque chose aujourd'hui même, dans les prochains jours, si possible. Bien, c'est ce qu'on vous souhaite, Julie Gauthier, avec la meilleure des chances. Et on se reparle là-dessus prochainement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'était Julie Gauthier des Pêcheries Charlevoix. On a fait le point ensemble sur la question des permis de pêche à la Facine pour le caplan à compter du mois d'avril.
Toujours sur le dossier de la pêche à la fascine, je refais une mise à jour en compagnie de notre députée Caroline Desbiens, qui se démène comme un poisson dans l'eau. Caroline Desbiens. Oui, c'est ça. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. On est le 1er avril, toujours pas de décision. Ça fait 1 an qu'il y a des représentations qui sont faites. Qu'est-ce qui se passe, Mme Desbiens? Bien, écoutez, on n'est pas des gens qui voulons mettre le blâme sur qui que ce soit, surtout pas sur les fonctionnaires qui en ont souvent plein leurs bottines. Mais il y a une évidence même de non-prise en considération de nos pêcheurs, en fait, et de notre patrimoine immatériel et de tout ce que ça représente pour la population charlevoisienne et tout le caractère aussi identitaire du Québec. Donc, encore une fois, je me plais à dire que si on était dans un contexte de campagne électorale, peut-être qu'on aurait plus d'écho. Mais dites-moi, là, vous êtes politicienne, vous êtes avec le Bloc une représentation des délégués là, de députés à Ottawa qui nous représentent. Quand on touche un mur comme celui-là, qu'on fait des demandes, c'est pas écouté, on sent pas d'écoute. C'est quoi la prochaine étape? Bien, la prochaine étape, c'est de monter le ton. La prochaine étape, elle est déjà franchie parce qu'on a tous les citoyens. Écoutez, le petit poisson sport, si vous ne l'avez pas encore, c'est vous autres qui n'êtes pas en mode. Allez vous le procurer rapidement. Moi, il est inscrit sur ma map monde ici derrière. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a une mobilisation citoyenne qui est derrière ça. Puis c'est sans allégeance politique, croyez-moi. Donc, il y a une volonté de faire changer les choses. Il ne faut pas le voir dans un ici maintenant. Il y a dans l'impact de cette décision-là, d'abord, toute une problématique qui date d'1 an. Et donc, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Ça fait 1 an qu'on demande que les 2 pêcheurs soient intégrés dans une table de consultation. Ils n'ont pas encore été intégrés. Il y a une rencontre quand même le 6 prochain. Le 6. Écoutez, on prend un grand respire jusqu'au 6, mais c'est sûr que le ton va monter. Moi, je suis une personne diplomate. Je suis capable de consensus. Ça fait 4 fois que j'interpelle la ministre, dont la plupart du temps, à part en chambre, parce qu'elle était en chambre, les 3 autres fois, il y avait ses adjoints, il y avait des hauts fonctionnaires présents autour d'elle. Alors, hier, quand ma collègue Marilyn, vous savez que je suis en confinement, ma collègue Marilyn a pris la parole en chambre et après, ils ont demandé une rencontre avec la ministre et que la ministre a eu l'air de ne pas savoir de quoi il parlait. Là, on a un problème. Alors, Alors, la suite pour cette semaine, quels gestes vont être posés, là? C'est ça. On veut sentir que ça avance, Mme Desbiens, là. Bien, on a senti hier en chambre. On va évidemment continuer. On va jeter un œil très, très, très intéressé sur la rencontre du 6 et on verra par la suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enjeu-là date d'il y a 1 an. Elle est aussi valable pour les prochaines années. Chaque jour que ces pêcheurs-là perdent est un jour de revenus perdus. De bénéfices perdus. Et la base de leurs revenus, de leur activité économique, il y a une large part qui est occupée par le capelin. Le capelin est un poisson frais, donc on ne peut pas empêcher, on ne peut pas faire notre pêche en 3 jours puis décider de le transformer après. C'est petite quantité par jour qu'on peut après donc, on comprend que vos revendications vont au-delà de cette année. Au-delà, parce que ce qu'on veut, c'est régler le problème, là. Oui, exactement. Idéalement, là, pas de date. Le caplan, ça roule. C'est comme les plants de fraises quand arrivent les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent 2 mois après que les fraises sont mûries. Écoutez, il y a des principes comme ça qui ne peuvent pas être technocrates. Il faut que ce soit du gros bon sens. Il y a juste ça qui marche. Dans certains principes, le caplan, c'est ça. On ne choisit pas quand est-ce que le caplan roule, mais quand il roule, il faut être capable de pêcher. C'est aussi simple que ça. Une pêche, là, ça ne se tend pas en disant « bon, un matin, on tend la pêche ». C'est toute une organisation. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut attendre les marées. Il faut conjuguer avec ça. Donc, ce qu'on veut, c'est un permis de pêche idéalement ouvert. À la limite, 1er avril, en tout cas, pour les prochaines années, avec les changements climatiques, les pêcheurs pourront probablement s'adapter, mais il faut au moins les enlever le stress de tout ça pour qu'ils puissent continuer de faire cette pêche-là. C'est les 2 derniers. Les 2 derniers. Alors, et c'est une pêche traditionnelle. C'est un savoir-faire qui a été passé d'une génération à l'autre. C'est grandiose. Alors, Mme Desbiens, on va vous souhaiter bonne chance dans votre quête du gros bon sens à Ottawa. Merci. Comme vous voyez, je suis déjà commencé à monter le ton. On va vous suivre les prochaines semaines là-dessus en espérant que ça se règle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mme Desbiens. Merci à vous. Merci, au plaisir. Alors, c'était notre députée fédérale et vice-présidente du comité des pêches à Ottawa également, Caroline Desbiens.
C'est sous le thème « Oser briller » que se déroulait le 31 mars le gala Charlevoix reconnaît, et j'en parle avec Élisabeth Pailleur. Élisabeth, il y a beaucoup de catégories de prix dans le cadre du gala Charlevoix reconnaît. Tout à fait, Martin. Et rappelons-les, tout d'abord, on a 3 formes de reconnaissance. Hein. Alors, Oui. Tout d'abord, on a le coup de cœur de la population. On a eu 660 mentions pour une 50aine d'entreprises et il y a eu 2 entreprises gagnantes suite à cela. OK. Ensuite, on a le prix Charlevoix reconnaît qui regroupe 13 catégories. Et on a eu 70 dossiers qui ont été transmis donc, à la Chambre de commerce. Pour les 13 catégories. Exactement. Donc, 52 entreprises qui ont déposé une candidature dans une ou 2 des 13 catégories. OK. Puis on termine avec le prix Charlevoix Soutien qui remettait une bourse de 6 000 $. Et là, on avait 15 entreprises candidates. C'était une soirée très haute en couleur et bien remplie. Et on avait 300 personnes dans la salle. Au domaine Forgette. Exactement. Si on commençait par les récipiendaires des prix Charlevoix reconnaît. Alors, on a 13 catégories. Oui, c'est beaucoup, hein, mais on vous écoute. Absolument. Donc, voici les lauréats par catégorie. On avait pour l'épicurien, le Resto Pub Belle et Bomme. Pour l'attractif, en ex aequo, le défi des 5 sommets et événements Aricana. Pour l'accueillant, c'est Al Dente qui a remporté le prix. Le charmeur, c'est le camping Tandaro. Un nouveau camping aux alentours de Saint-Siméon. Exactement, Martin. Oui. Ensuite, pour l'engagé, on a l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul qui a remporté le prix. Ensuite, pour l'ambassadeur, nous avons le Festif de Baie-Saint-Paul. Bien sûr. L'entreprenant, on parle de Pizzeria du Boulevard. On continue avec le conseiller, c'est le M Photographie qui a remporté le prix. Ça, c'est service professionnel, hein, les conseillers, c'est bien ça? Exactement. Oui. Puis pour le polyvalent, on a le Centre canin Le Loup-Blanc qui a remporté le prix. Et je poursuis avec l'éco-responsable, donc c'est Guêpe Charlevoix qui a remporté ce prix pour développement durable. Ensuite, pour l'indispensable, c'est Saveur Nature qui a gagné. Ensuite, le performant, c'est Café Charlevoix qui a gagné, et ça, c'était pour les entreprises de transformation industrielle ou de construction. OK. Et la 13e catégorie, c'est le créatif. Donc là, ici, on avait artisans, artistes, arts visuels ou métiers d'art, et c'est les ateliers Charlevoix qui ont remporté. Vous étiez sur place et vous avez recueilli des commentaires. Exactement, et à ce sujet, on va aller voir certains lauréats qui nous ont parlé. Ma réaction à chaud, la pandémie a été extrêmement intense pour tous les restaurateurs et on se savait débrouillards, mais débrouillards à ce point. Je pense que la pandémie nous a poussés dans nos derniers retranchements. Cela dit, on est fiers de constater qu'on a pris les bonnes décisions et qu'on est très bien entouré de producteurs régionaux et surtout de clients et d'employés fantastiques. Oui, on a vraiment eu la chance d'être entourés. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de faire participer des coureurs d'un peu partout le Québec en leur offrant la possibilité de faire une course individuelle dans un sentier en forêt. Alors, on a balisé 6 parcours de 10 à 28 km là, dans deux montagnes emblématiques, le Massif et le Mont-Grand-Fond. Et il y a eu une très bonne participation. Nous, on est très fiers d'avoir réussi à faire participer, à donner l'espoir à la communauté des coureurs. C'est une belle reconnaissance parce qu'on est un mini-organisme à but non lucratif, mais on met beaucoup d'efforts pour la protection des sentiers, faire bouger les gens, faire rayonner Charlevoix, faire connaître nos montagnes qui sont magnifiques. Donc, je pense que c'est le fun d'être reconnu dans notre milieu parmi nos partenaires, dans le fond. Ça représente une très belle reconnaissance de la part du milieu, premièrement. Puis, écoute, nous, on est nouveaux dans la région, puis de voir qu'on est aussi bien accueillis par les autres commerces, finalement, la Chambre des commerces, puis évidemment, le jury qui nous a sélectionnés, tout ça. On est très impressionnés. Nous, on est une nouvelle entreprise. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a acheté. On avait à peine 8 mois, la pandémie nous est tombée dessus. Fait que là, on s'est reviré de bord, on a fait nos choses autrement. On a eu l'appui de nos employés, notre clientèle à embarquer sur les livraisons, les sorties. Fait qu'on a réussi à sortir la tête de l'eau, comme on dit. Puis c'est vraiment important pour nous, ce prix-là. On est vraiment fiers de l'avoir reçu. Ça me rend vraiment heureuse parce que le conseiller, je pensais pas le gagner. Puis parce qu'à ma façon, c'est comme vraiment différent comme conseil, mais je pense qu'il y avait besoin de dans Charlevoix un petit peu au niveau visuel, au niveau de la photographie puis de l'image. Puis je pense que je suis venue combler un petit peu
un besoin qu'il y avait dans la région à ma façon, avec les photos, puis le styliste, puis en aidant du mieux que je peux les entreprises. Si on se replace, quand on a acheté, Nicolas et moi, c'était pour sauver l'entreprise. En fait, elle allait fermer. Puis là, on est rendu qu'on a réussi. On a réussi, on a relevé ça, puis ça va bien, puis les gens sont au rendez-vous, les clients sont là. On est contents. Vraiment, vraiment. Bien, exactement. C'est un investissement de temps au début, puis après ça, bien, plus en plus de temps. Puis Guylaine s'est investi une nouvelle image, tout. Fait que c'est comme une reconnaissance du résultat aujourd'hui où on est rendu. Puis c'est vraiment, bien, c'est sûr que c'est valorisant d'avoir ça. Fait qu'on est très contents. C'est comme la ligne d'arrivée du marathon. Là. On travaille fort, on travaille fort, on travaille fort, mais pas pour rien finalement. Élisabeth, dans le cours de ce gala, il y a également un prix qui est important qui s'appelle le prix Charlevoix Soutien. Oui, et puis à cet effet, donc on parlait tout à l'heure d'une bourse de 6 000 $. Ça, c'est vraiment pour aider un projet en développement. Et c'est l'auberge La Fascine à l'île aux Coudes qui a remporté ce prix-là pour, entre autres, leur projet de salle multifonctionnelle. On a parlé avec Frédéric Boudreau. Voici sa réaction. Ça représente d'abord que tous les gens d'affaires de Charlevoix, la Chambre de commerce, en fait, appuient cette démarche-là culturelle. Comme je disais tantôt dans mon speech tout croche, c'est une démarche qui est non monnayable. C'est quelque chose c'est pas comme vendre un truc. La culture, c'est quelque chose de vaste. Puis c'est vraiment, ça vient du fond du cœur parce que on sent que c'est la communauté qui appuie ça. Parce que les gens d'affaires, c'est la communauté qui est derrière nous autres. Puis on sent que pour eux autres aussi, c'est important de voir rayonner justement la culture après ces 2 années-là. Ça nous touche vraiment, vraiment du fond du cœur. Puis ça va concrètement vraiment aider le projet. Enfin, Élisabeth, le gala a permis de décerner des coups de cœur pour lesquels la population est appelée à voter. Exactement. Et il y a eu énormément de gens qui ont participé cette année. On a 2 gagnants dans cette catégorie, soit le défi des 5 sommets et la clinique de tatouage et piercing Isa Tattoo. On peut entendre la propriétaire d'Isa Tattoo, Isabelle Lavoie. C'est le plus beau prix, je pense. Je te dirais que c'est tout le monde, tes clients, ton public. C'est ceux-là qui te suivent depuis des années. Hey, mon Dieu, excusez. Puis, je sais pas quoi dire de plus que ça. Là. C'est comme une grosse dose d'amour. Élisabeth Pailleur, merci beaucoup. Merci, Martin. Alors, comment s'est déroulée la saison de ski dans la région cette année? J'en parle avec les 2 directeurs généraux du Massif et du Mont-Grand-Fond. La station de ski Mont-Grand-Fond a connu un hiver exceptionnel cette année et j'en parle avec son directeur général, Sébastien Tremblay. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Monsieur Tremblay, on parle de 44 d'augmentation de votre clientèle cette année. C'est bien ça? Oui, une augmentation, là, écoute, les chiffres ne sont pas finaux parce qu'il reste encore quelques jours à notre saison, mais écoute, on peut déjà annoncer là, 44 d'augmentation des jours de ski au niveau de la fréquentation de la station de ski cette saison. Pour quelle raison ou à quoi vous attribuez le fait que vous ayez 44 d'augmentation cette année? Écoutez, on a l'impression que post-pandémie, en tout cas, il y a un travail de réorganisation là, depuis 2020 qu'on a travaillé au Mont-Grand-Fond par rapport à la réorientation de notre mission, de notre modèle d'affaires, puis notre stratégie de marketing. Oui. Puis on a été frappés là, en fin 2020 là, de la saison par la pandémie. Puis bien sûr. On croit qu'il y a plusieurs adeptes, là, plusieurs personnes ont découvert ou redécouvert les sports de glisse, le ski alpin, ski de fond, l'activité de plein air durant la pandémie, donc à la saison dernière. Et ça s'est traduit là, vraiment cette saison là, par une augmentation là, importante. C'est quoi? Oui. On croit aussi là, que notre modèle d'affaires qui est d'offrir des conditions là, de grande qualité dans une ambiance authentique, familiale et surtout à coût abordable qu'on applique là, rigoureusement là, à chaque jour depuis de nombreuses années, paye dans notre cas. Là. Oui, les gens choisissent notre station de plus en plus. Et quel est le profil de votre clientèle? Est-ce que c'est essentiellement local ou vous commencez à avoir de la clientèle qui vient de l'extérieur et peut-être même de l'international? Écoutez, la clientèle du Mont-Grand-Fond au niveau de la clientèle d'abonnés, essentiellement une clientèle locale. Il y a des abonnés qui viennent d'un peu partout au Québec, mais majoritairement une clientèle locale. Notre clientèle, quant à elle, de visiteurs, là, de billets journaliers, c'est essentiellement là, en forte proportion une clientèle de touristes et de visiteurs là, qui
qui prennent des vacances, des séjours de vacances en hivernal dans Charlevoix et qui ont décidé maintenant de choisir le Mont-Grand-Fond comme destination de plein air. Avez-vous l'impression que vous avez profité du contingentement de clientèle qui a été appliqué au Massif? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des clientèles qui allaient au Massif puis qui maintenant sont rendues au Mont-Grand-Fond? Je ne peux pas vous dire le contraire. Oui, assurément, là, il y a des gens qui ont probablement décidé de venir au Mont-Grand-Fond en raison des décisions qui ont été prises par la montagne voisine, nos amis du Massif. Suite à ce succès, on sait maintenant que le Mont-Grand-Fond veut développer une offre 4 saisons. Qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là pour les prochains mois pour développer votre offre là, en dehors de la saison hivernale? Donc, ça a été lancé l'été dernier, donc notre premier été d'offre 4 saisons, par un sentier de 9 km là, qui rejoignait un magnifique belvédère avec un point de vue là, sensationnel au sommet. Et vous avez eu des bons résultats, là? Vous avez eu des bons résultats? Excellents résultats. Okay. La première saison était au-delà de nos attentes. C'est près de 10 000 visiteurs là, qui sont venus marcher les sentiers au Mont-Grand-Fond l'été dernier. Donc, on revient essentiellement avec cette même offre-là pour l'été 2022. Oui. À cela, on va bonifier notre offre de sentier là, par un nouveau 4 km qui va être offert dès l'ouverture qu'on prévoit fin mai. Donc, un sentier qui est plat, qui converge vers un refuge, un sentier qu'on va vraiment, là, qui va s'adresser là, aux jeunes familles avec enfants, là, avec une aire de pique-nique qui va être aménagée à ce refuge-là. Puis on va travailler à développer et à déployer dans le courant de l'été un nouveau sentier là, d'environ 5 à 7 km qui rejoindrait le sommet, qui rejoindrait le point culminant de Belvédère. Et cette offre de sentier, est-ce qu'on parle seulement de sentier pédestre ou encore il sera possible de faire du vélo de montagne? Pour le moment, monsieur, c'est une offre de sentier de pédestre là, encore pour l'été 2022. On travaille, là, c'est dans nos cartons là, de travailler un plan là, pour, à court terme, là, probablement, à court terme en tout cas, des sentiers de vélo de montagne là, au Mont-Grand-Fond. Ça fait partie des projets, mais pas pour l'été 2022. Alors, ça sera à venir pour les autres saisons, mais en terminant, parlons de la saison actuelle. Est-ce que, comme la rumeur le veut, le Mont-Grand-Fond va fermer parce qu'il y aura plus de skieurs, parce qu'on pourrait encore skier longtemps avec la neige que vous avez eue cette année? Bien, c'est pas de rumeur. Là. Le Mont-Grand-Fond va tenir sa dernière journée d'opération officielle ce dimanche 3 avril. C'est pas parce qu'il manque de neige, vous l'avez dit, mais il vient un temps, je crois, où l'achalandage n'est plus au rendez-vous. Les skieurs fréquentent plus la station, comme à une très grande partie des stations similaires au Québec mettent fin à leurs opérations. Ont déjà mis fin la fin de semaine dernière ou mettent fin à leurs opérations normalement autour du premier dimanche d'avril, ce qui est notre cas, nous, dans notre modèle d'affaires au Mont-Grand-Fond. Et à partir de quand entreprendrez-vous les importants travaux que vous avez annoncés sur la montagne? Je pense qu'il y en a pour 1,6 million de dollars qui seront investis directement sur le produit ski. À partir de quand vous allez faire les travaux? À partir du moment où la saison est terminée? Donc, les travaux sont prévus là, cet été. Les documents d'appel d'offres différents là, sont présentement en cours d'élaboration. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on ajoute à la montagne? Je pense qu'il y a un tapis magique. Pouvez-vous nous dire les équipements ou qu'est-ce qu'on renouvelle? Vraiment, là, on va vraiment créer une zone d'apprentissage dans le secteur de notre Pente-École. On possède déjà une très belle piste Pente-École avec un T-bar. On va y ajouter ce qui nous manquait là, pour vraiment les débutants pour aborder les sports de glisse en toute sécurité. Un tapis magique. Et aussi, on va investir sur la rénovation de notre système d'enneigement et son augmentation de capacité, là, ça va être déployé pour la saison prochaine. Eh bien, M. Tremblay, félicitations pour cette saison. Et on ira vous voir l'an prochain pour profiter de votre nouvelle offre en sentier, mais aussi avec les enfants pour pouvoir profiter de votre zone famille. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Alors, c'était Frédéric Tremblay, le directeur général du Mont-Grand-Fond. J'accueille maintenant Nicolas Racine, vice-président et directeur général du groupe Le Massif, pour parler de la saison qui s'achève. Monsieur Racine, bonjour. Bonjour. Monsieur Racine, tout d'abord, c'est votre première saison à titre de directeur général sur la montagne. S'il y avait un qualificatif qu'on pourrait donner à la saison qui s'achève, ça serait quoi?
Écoute, ça a été une saison exceptionnelle, en ce sens qu'on a accompli beaucoup de choses, je considère, là, dans les derniers mois. Quand on pense à le vélo qu'on a débuté l'été passé, l'ouverture du Club Med qui s'est passé à la fin novembre, on a eu ensuite des projets d'enneigement, d'amélioration du système d'enneigement qui ont été réalisés. On a fait beaucoup de choses cette année. L'équipe a travaillé très fort, puis on est satisfait de la saison qu'on a, vraiment. Bien justement, le Mont-Grand-Fond annonce de son côté 44 d'augmentation de clientèle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre achalandage? Est-ce que vous avez rencontré vos objectifs de clientèle cette année? Oui, on a rencontré nos objectifs de clientèle, dans le sens que notre approche à nous, comme vous le savez, c'est qu'on limite l'accès sur la montagne pour contingenté, oui, c'est ça, un certain nombre de personnes. Exactement. Donc, on limite l'accès sur la montagne. Fait qu'en ce sens-là, oui, on rencontre nos objectifs en termes d'achalandage. D'achalandage sur la montagne. On tient compte de plusieurs facteurs dans ce contingentement-là. On tient compte des abonnés, on tient compte là, des gens qui achètent des billets qu'on appelle les combines, là, des gens qui achètent des billets à l'avance. On tient compte des gens qui sont en hébergement à la montagne. On tient compte de plusieurs facteurs. L'objectif, toujours le même, c'est d'assurer une expérience là, pour les skieurs qui est plus agréable, moins d'attente aux remontées, tout ça. Et maintenant, on parle des remontées, on parle de nos installations aussi, chalets, puis tout ça. Là, la question des tarifs qui sont pratiqués au massif de Petite-Rivière-Saint-François a fait la manchette là, à quelques reprises cette année. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres stations, par rapport à ça? Dans le marché du ski, vous vous voyez où par rapport à ça? Parce que c'est pas au massif que c'est le moins cher non plus. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Bon, je ne pense pas qu'on est une station qui est moins dispendieuse, vous avez raison. Une station qui est unique, je pense, dans la région de l'Est, dans l'Est du Canada, en tout cas au Québec. On se compare, écoute, nous, ce qu'on veut, c'est arriver à continuer à assurer la pérennité de la montagne avec l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, en termes d'achalandage, je pense que dans les prix les prix qu'on offre, qui sont disponibles pour les invités, les clients, si on les compare à d'autres stations, je pense qu'à un moment donné, la différence entre les deux, si le client a une expérience qui est agréable à la montagne, puis qui ne passe pas son temps à attendre aux remontées, puis que quand il va au chalet, il y a de la place pour s'asseoir, puis tout ça, je pense qu'à un moment donné, la différence, là, elle ne fait pas une très grosse différence. Mais pour nous, ça fait partie de ce qu'on souhaite faire comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu l'impression que le ski devient peu à peu un produit de luxe? Avez-vous l'impression qu'on arrive vers cette perception-là? Ben, je pense que le ski, au départ, demeure un produit de luxe. On va se le dire. Je pense que c'est un produit plus dispendieux que d'autres sports. Mais à la montagne, on peut faire d'autres choses que du ski. On peut faire de la raquette, on peut faire la luge. La luge, notamment, puis tout ça. Donc, mais je ne pense pas que le ski est un produit qui n'est pas dispendieux. Écoute, les coûts d'exploitation d'une montagne comme la nôtre explosent, on va se le dire. Ça explose cette année, vos coûts d'exploitation. Ça va exploser, c'est évident. Juste à voir toute l'inflation les ajustements qu'on fait cette année n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. L'objectif, les ajustements de cette année représentent 5 de la tarification qu'on avait l'année dernière. D'augmentation. Okay? Donc, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe avec l'inflation. Les gens le constatent par eux-mêmes. Là, veut dire, tous les tarifs augmentent. On va le voir encore en avançant dans le temps, dans les prochains mois. On pense à l'essence. Alors, nous, on est touchés partout. Là. On fait de la restauration, on fait de la nourriture, on a l'essence, on a toute la main-d'œuvre, on a tout nous touche. Donc, on sait historiquement que c'était difficile de faire ses frais. Et puis, pour tous les opérateurs de stations de ski au Québec, c'est difficile de faire ses frais puis d'atteindre une certaine rentabilité. Est-ce que vous avez réussi à l'atteindre cette année, cette rentabilité, ou au moins faire vos frais? On est rendu là, là? Oui, on est rendu là. Mais je veux dire, les années passées ont été très difficiles. Il faut se le dire. Pendant des années, c'était très, très difficile. Notre stratégie d'affaires, on y adhère, on y croit et on va continuer dans ce sens-là avec assurer une bonne expérience client, avoir une tarification qui assure la pérennité. Il faut continuer à investir. On a mis 7 millions d'enneigement l'année passée et puis on n'a pas terminé. Là. On est loin, on n'a pas terminé. Actuellement, on regarde encore de renouveler notre infrastructure de nos équipements roulants, puis tout ça qu'on parle de machines pour les BR, on parle de tout.
très dispendieux. Et pour livrer ce qu'on veut livrer, il faut investir. Donc, un ne va pas sans l'autre, là. C'est pas compliqué. Et il n'y a pas qu'en ski que vous allez investir, parce que vous allez continuer vos développements en vélo de montagne également cette année. On vous poussez pour une station 4 saisons de plus en plus. Là. Il y a des choses qui s'ajoutent là, à chaque année. On est une station 4 saisons maintenant, là, c'est clair. Là. On a 20 km de vélos qui vont s'ajouter cette année dans les pistes. On a fait une entente aussi avec Sentier des Caps, qui va permettre l'accès là, à certains aux sentiers. Un plus grand réseau, oui. Un plus grand réseau, tu sais. Oui, on s'est rapidement taillé une place intéressante dans l'offre de vélos de montagne. L'été dernier, on a eu des très bons résultats de satisfaction de clients, ce qu'on a réussi à livrer, puis on va continuer à améliorer ça. Donc, oui, on continue à investir pour devenir une station 4 saisons, puis on est sur la bonne route pour faire ça. En terminant, M. Racine, tourisme, les associations touristiques ont annoncé il y a déjà plusieurs semaines qu'il y avait un montant important qui avait été imparti au massif pour nous préparer un nouvel événement en été. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus long? Je ne vais pas aller très loin là-dedans, vous avez raison. On fait des démarches pour un projet particulier. Ça ressemblerait à quoi? Un grand festival de vélo de montagne? Non, ce n'est pas un grand festival de vélo de montagne, mais je pense qu'on va vous transmettre ces informations-là. Il nous reste des confirmations. Vous ne voulez pas nous en donner un peu tout de suite quand même? Là? Non, sérieusement. Mais il nous reste des choses à finaliser, là, notamment au point de vue financement de ce Mais est-ce qu'il y aura quelque chose cet été à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à l'été 2022? Je ne vous répondrai pas pour le moment. Ah ben. Bon, ben, on va se garder des surprises et on continue à faire le suivi. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. Les conditions étaient belles cette année. Vous avez eu suffisamment de neige pour opérer au complet le domaine skiable. On a eu des défis en début de saison qui nous ont fait mal quand même. Mais à partir du 15 janvier, je dirais qu'on a à la fois l'enneigement plus la nature nous a grandement aidé à améliorer les conditions de piste. Bien, M. Racine, je vous souhaite du bon ski de printemps. Je vous remercie. Merci à vous, là. Je m'entretenais donc avec Nicolas Racine, le vice-président et directeur général du Massif de Charlevoix. Geneviève Jaudoin sera en spectacle le 23 avril prochain à la chapelle du Sacré-Cœur à Maisonneuve, une présentation, la Kermesse. Parlant de mon pays, je vous entends parler. J'en ai danse aux pieds, musique aux oreilles. Et du loin, plus loin, de ce neige désert où vous entêtez à jeter vos villages, je vous répéterai. C'est dans la chapelle du Sacré-Cœur située à Maisonneuve que la chanteuse et gagnante du prix Charlevoix Soutien chantera le 23 avril prochain. De voir des gens faire tout ça bénévolement pour ramasser des fonds pour des gens qui en ont besoin, ça ne peut pas faire autrement que me toucher, parce que c'est du gros travail. C'est un gros travail d'organiser tout ça, puis c'est ça. Ça me fait plaisir de participer, puis ne serait-ce que pour venir chanter dans cet endroit magnifique, c'était sûr que j'allais dire oui. Dans l'optique de transmettre le bonheur aux Charlevoisiens, l'organisme La Kermesse organise des événements festifs plusieurs fois par année. C'est notre premier spectacle intime qu'on fait. Habituellement, on fait toujours un grand spectacle par année. Puis, dans notre comité, c'est ça, on avait parlé de vouloir faire un petit quelque chose plus intime, plus personnalisé, à moins grand déploiement, là. Donc, c'est ça, on avait pensé d'en faire un ici. Puis, comme on a la chance d'avoir dans Charlevoix la merveilleuse Geneviève Jaudoin, on s'est dit c'est la personne idéale pour vivre ce moment-là que pour la première édition. Sylvie Villeneuve souhaite amasser suffisamment d'argent pour le remettre à 3 organismes jeunesse. Là, pour la prochaine année, aller jusqu'à l'année prochaine, en 2023, on a 3 organismes encore cette année à lesquels on ramasse les sous. Il y a l'ancrage à l'île aux Coudes, qu'on va remettre les sous là. On a Vision d'espoir également, parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de problèmes de dépendance chez les jeunes. Donc, il y a plus d'interventions qui sont nécessaires à faire dans les écoles. Donc, ces sous-là vont servir à aider à Vision d'espoir. Et on donne également à Forum Jeunesse. Le spectacle intimiste offrira une expérience acoustique hors du commun aux spectateurs qui seront dans la salle.
l'acoustique de la chapelle, je pense que ça va juste donner une espèce de côté solennel au spectacle. Ça donne une petite bulle de beauté, d'abord d'être entouré de toutes ces œuvres magnifiques. Ça donne toujours... Tous les spectacles dans des chapelles, dans des églises sont particuliers. Il y a toujours une espèce de présence, une âme. Moi, je crois bien à ça, là, les présences. Puis ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de magique. Je trouve pas d'autres mots qui se passent toujours. Je pense que ça va se passer parce que là, c'est tous des gens de cœur qui s'occupent de ce spectacle-là, des gens généreux. Fait que je pense qu'on va avoir du fun. La chanteuse, qui interprétera quelques-unes de ses œuvres, lance un défi aux citoyens. Je pourrais choisir, disons, 3 chansons, 3 demandes spéciales. Si jamais les gens veulent aller sur mon site Internet, genevièvejaudoin.ca, et m'envoyer un petit courriel pour me dire la chanson qu'ils aimeraient, je pense que je pourrais faire ça. Les billets s'envolent rapidement car seulement 200 places sont offertes. La prévente est en cours au coût de 30 $ et de 50 $ le billet. La programmation de variété du Domaine Forgette présentera 19 événements cette année et on vous présente les artistes qui seront à l'affiche ce printemps. Francine Derry, responsable de la programmation variété au Domaine Forget, nous présente les événements qui auront lieu au printemps. On commence en grand avec un report de spectacle avec les Cowboys fringants le 8 avril. Donc, ce sera une belle soirée. Pour commencer la programmation du printemps, on est très heureux d'avoir pu relocaliser les Cowboys fringants. C'est déjà complet. Ensuite, on a le 15 avril, la magnifique Claude Pelgag qui viendra nous voir et tous ses concerts sont à 20h. Ensuite, on va faire le report de Fred Pellerin, un report aussi de 2019. Ce sera à Salcombe, Contes et légendes avec le magnifique Fred Pellerin, jeudi le 28. Ensuite, le 30 avril, on aura une soirée spéciale dans le pavillon, une soirée cabaret avec un humoriste de la relève un peu avancée parce qu'il commence à être quand même connu. Donc, ce sera l'humoriste Simon Delille. Ensuite, je ne veux rien oublier, le 12 mai, personne que beaucoup de gens connaissent, il y a quand même pas mal de billets vendus déjà. Vincent Vallière viendra nous visiter dans notre belle salle à Saint-Irénée. On est très heureux. Ensuite, je continue avec Berry's qui sera chez nous le 20 mai. On a réussi à avoir Berry's finalement à la dernière minute. On a réussi à lui trouver une place dans notre programmation et ça aussi, ça risque d'être vraiment une belle soirée avec son nouvel album qui est aussi magnifique. Le 27 mai sera le très connu internationalement Patrick Watson. C'est un spectacle qu'on avait placé en 2019 et qu'on a réussi à reporter le 27 mai. Ce fut toute qu'une histoire, mais c'est réussi. Il sera chez nous le 27 mai. Et il y aura une première partie, mais c'est toujours une surprise. On ne sait pas encore qui sera la première partie de Patrick Watson. On termine la saison du printemps avec Sarah May, qui est une chanson rap, qui est quand même de plus en plus connue. Elle devrait attirer beaucoup de jeunes dans notre salle et on espère que ce sera tout le monde debout et qu'elle aura un succès pour terminer notre belle saison du printemps 2022. La série d'événements variétés se poursuit cet automne avec 11 spectacles au programme. Pour plus de détails ou pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site domaineforget.com. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, sur la scène locale, il y a un gros défi qui a été annoncé pour l'automne dans Charlevoix. Un gros défi, Martin, en effet. Donc, on appelle ça le Trans-Charlevoix. Alors, c'est la première édition de cet événement-là qui s'en vient. Ça va se passer dès septembre, donc du 3 au 5. Et un événement grandiose parce qu'on parle d'une première course à étape linéaire québécoise. Donc là, tout d'abord, on a 100 coureurs qui vont être admis à la compétition. Seulement 100 coureurs? Seulement 100 coureurs. Également, pourquoi c'est gros? Parce qu'on parle de
100 km répartis en 3 jours. Donc, c'est une journée on court, l'autre journée avec chaque journée a son kilométrage respectif. Oui. Et au total, 100 km. Donc là, on va partir entre autres de Saint-Siméon et on va faire un trajet jusqu'au Mont-Grand-Fond. Alors, on va vraiment là, pratiquement faire tout Charlevoix au complet. C'est vraiment un parcours, ce qu'on appelle un parcours immersif dans, dans notre région. Ben écoute, oui, puis même Joanie Saint-Pierre, qui est reliée à l'événement, Oui. elle en parlait, là, avec l'ensemble du projet, là, je pense que l'effervescence va être présente, donc immersif, comme tu l'as mentionné. Et avec la première édition, ce que je trouve bien, c'est que on reste petit pour commencer et avec le temps, on prévoit aller d'envergure en envergure. Donc là, au niveau de la gestion, je leur félicite parce que c'est une très bonne idée de commencer petit et de grandir avec le temps. Est-ce qu'on sait comment ils vont sélectionner les 100 coureurs? Bien écoutez, là, pour les détails de la compétition, ça va être dévoilé à compter du 12 avril, ça OK. va s'en venir, et les inscriptions à compter du 19 avril, ça va commencer. Alors je vous le dis, préparez-vous parce que dans les prochaines semaines, là, On va avoir ça tous va se les lancer. détails pour cette expérience immersive. Exactement, Martin. Ça a été décevant le combat de Sébastien Bouchard la semaine dernière. Lui-même s'est dit très déçu de sa performance. Oui, bien Sébastien, qu'il faut le rappeler, lui, est remonté sur le ring le 25 mars dernier. C'était au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Oui. Et il a obtenu un verdict nul. Il affrontait le Mexicain Ricardo Lara. Et oui, il a dit qu'un début de combat qui a été un peu plate. Là. Il a eu de la difficulté. C'est repris par la suite, mais malheureusement, ça n'a pas été autant bien qu'il voulait. On terminait avec un verdict nul, vu le combat. Donc, dans l'ensemble, il s'est rattrapé, mais bien sûr, il espère, lui, un combat revanche pour peut-être mieux reprendre le début de combat qu'il avait fait. Et ce combat-là s'est déroulé en présence de spectateurs. Oui, il y a eu des spectateurs. Il y a eu 3000 billets qui ont été vendus OK. pour l'événement. Ça a été présenté notamment sur les ondes de RDS. C'était vraiment en grand. On a fait ça en grand par le groupe qu'on connaît, Yvon Michel. Oui. Ça a été bien. Alors, pour Sébastien, comme je vous le disais, là, lui, là, il espère avoir une certaine revanche face à son adversaire pour ainsi, là, un peu, là, reprendre le combat et pour mieux le reprendre, finalement. On va le dire comme ça. Parlons maintenant de votre club favori. Oui, merci. Le Canadien de Montréal, qui gagne pas plus qu'avant, mais qui perd dans la bonne humeur. Oui, bien, en fait, il gagne pas Qu'est-ce plus qui se qu'avant. Il passe, faut là? qu'on fasse attention. Je veux dire, oui, on gagne plus qu'avant. Là, on appelle ça un changement de culture qui fait du bien à l'équipe. Donc, oui, on gagne plus de rencontres qu'avant. On l'a vu parce qu'avec Ducharme, c'était carrément un autre ball game. Ce que j'aime, J'ai l'impression qu'on n'en gagne pas beaucoup plus qu'avant. Oui, quand même. en fait, il y a une différence. 0 en Je veux 5 dire, les 5 derniers matchs. Je veux dire, c'est sûr que si on calcule comme ça, oui, mais il faut prendre un peu l'ensemble de ce qu'il a fait depuis son arrivée. OK. Et globalement, c'est positif. Et ce que j'aime, Martin Saint-Louis, lui, c'est une personne très complaisante. Donc, même si on perd, on a du plaisir, on apprend, ça arrive. On les gagnera pas toutes, là, on s'entend. On apprend. Là, présentement, il reste 14 matchs à jouer avant que l'année finisse. Dernier match, bon, une défaite de 4-0 face aux Hurricanes, ça arrive, mais par contre, on teste les jeunes. Donc, là, il y a des jeunes en audition d'ici la fin de la saison. Oui, et là, pour ceux qui suivent un peu les joueurs, là, Ouais. je vais vous dire, là, par exemple, Laurent Dauphin, Tyler Picklick, Justin Barron également, qu'on a amené transaction de l'Éconel à l'Avalanche. Oui. Ces gars-là, là, présentement, là, c'est le temps de vous faire valoir, c'est le temps de montrer ce que vous avez à faire, parce qu'il y en a qui ont peut-être un contrat en poche déjà l'an prochain. C'est sûr, à quelque part à l'interne, on a une idée. Oui. Mais il y en a d'autres, là, eux autres, il faut qu'ils percent. Fait que ces 14 matchs-là, là, ça veut dire, faites tout ce que vous pouvez, parce que les auditions, là, ça commence là, puis en espérant qu'il y en a qui aient un rôle le plus important. Et vous croyez que le Canadien va être intéressant jusqu'à la fin de la saison? Oui, honnêtement, avec Martin Saint-Louis, là, oui, on fait pas les séries. Oui, on va peut-être finir dans les 3 derniers. Oui, Carey Price on ne se reviendra l'entend. pas. Je pense qu'il va travailler très fort pour revenir avant la fin de la saison. Donc oui, on s'entend, là, c'est à oublier pour cette année. OK. Mais par contre, on gagne dans le plaisir et il y a encore un intérêt pour les gens de regarder les matchs à la télé, d'acheter des billets pour aller au Centre Bell. Et ça, c'est ce que je trouve le plus plaisant, malgré les défaites. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.